Bonjour à toutes et à tous, chers consoeurs, chers confrères. D'abord, merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir accepté de consacrer un peu de votre temps à la vaccination contre la COVID-19. Nous sommes aujourd'hui avec Yves Van Latem, que je ne présente plus, bien sûr, comme infectiologue du CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral que nous voyons régulièrement sur nos petits écrans et qui est donc au plus près des dernières évolutions de l'épidémie. Pour ma part, je vais vous présenter une série de données globales pour l'ensemble de la Belgique et puis plus particulièrement vous détailler l'état d'avancement de la campagne en région wallonne, puisque c'est là que j'ai évidemment les chiffres les plus actuels, mais sur la structure de ce que je vais vous dire, elle ne sera pas fondamentalement différente de ce qui se passe à Bruxelles ou au nord du pays, puisque les éléments fondamentaux de toute la campagne de vaccination sont décidés ensemble au niveau de la task force interfédérale. Donc, je vous rappelle les décisions de la conférence interministérielle du 11 novembre 2020 sur l'organisation de la campagne, qui continue d'ailleurs à faire couler un petit peu beaucoup d'encre, entre autres dans la profession médicale qui aurait voulu que les choses soient un peu différentes. On y reviendra, je suppose, à un moment ou à un autre dans la discussion qui pourra se faire à travers le chat que je pense vous connaissez bien sur la droite de votre écran en utilisant la petite bulle de bande dessinée dans la barre d'outils. Et donc, nous avons commencé par les résidents et les institutions collectives de soins pour démarrer cette semaine la vaccination du personnel hospitalier, étant le premier des groupes de ce qu'on appelle la première ligne, le reste des professions de santé étant regroupées dans ce groupe prioritaire. Au-delà de ces trois catégories, puisque le personnel de santé a été séparé entre celui qui est le plus exposé et celui qui est moins exposé, qui arrive dans la catégorie juste en dessous, et ensuite on bascule dans une autre phase de la campagne dans laquelle le vaccin ne va plus aux potentiels vaccinés, mais ce sont les potentiels vaccinés qui vont au vaccin, puisqu'on ouvrira à ce moment-là des centres de vaccination répartis sur l'ensemble du pays où les citoyens seront invités et vaccinés dans un ordre qui fait passer en priorité les personnes de 65 ans et plus, puis les personnes entre 45 et 65 avec des maladies chroniques qui sont connues pour être liées à un surrisque de COVID-19 sévère, voire d'admission aux soins intensifs et de décès, et enfin un groupe mal défini et qui a déjà lui aussi fait couler beaucoup d'encre, à savoir les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques essentielles, qui n'a pas fait l'objet jusqu'aujourd'hui d'un approfondissement par la task force fédérale. Et puis, derrière cela, toute la population adulte sera invitée à utiliser les mêmes centres de vaccination pour essayer de vacciner le plus de gens possible, l'objectif étant de couvrir 70% de la population, et je dis bien entendu population adulte, puisque a priori on ne, à ce stade-ci, dispose pas d'informations sur la vaccination chez les enfants. Voilà sur une ligne du temps la même chose, phase 1A, vaccin qui va aux bénéficiaires potentiels
représentant les institutions et le personnel des soins de santé et des institutions de soins, pardon, basculement qui sera probablement aujourd'hui autour de mars-avril vers des centres accueillant les personnes prioritaires, 65 ans et plus, patients à risque, fonction sociale et économique essentielle, pour basculer probablement vers juin dans la population générale, et c'est dans ce contexte que nous opérons aujourd'hui. Alors les vaccins qui sont aujourd'hui à notre disposition sont les vaccins qui ont des exigences importantes en termes de chaîne du froid. Ils sont donc en dépôt dans des pharmacies hospitalières qui sont conformes à leurs exigences. Il y en a 19 en région wallonne pour le vaccin Pfizer, et il y en aura dès que les livraisons de Moderna deviendront un petit peu significatives, puisque nous n'avons eu qu'une première livraison la semaine passée d'une dose relativement symbolique, 2000 doses pour toute la région wallonne, et à partir du début mars, nous aurons des livraisons Moderna. Il y aura 11 hôpitaux qui seront équipés en vaccin Moderna. Voilà l'évaluation globale en termes de nombre de tout cela. Pour la région wallonne, je précise bien, un gros 325 000 personnes pour tous les groupes prioritaires de la phase 1A, 1 million pour la phase 1B, 1 500 000 pour la phase 2, représentant 2 800 000 habitants qui sont grosso modo la population de la région wallonne à l'exclusion des mineurs. Et donc, il s'agit d'une vaccination de masse comme nous n'en avons jamais connu en Belgique, et l'objectif est de vacciner 70% de cette population-là avec un objectif de 2 200 000 personnes vaccinées. Voilà le calendrier. Alors, si les firmes ne nous font pas trop des mauvais coups comme hier soir, nous devrions, si les approvisionnements de vaccins ne sont pas compromis, dans une vision réaliste, être capable de terminer cette campagne de vaccination au cours de l'été 2021. Ça, c'est la même chose répartie en temps. Dans la phase hospitalière, la conférence interministérielle a souhaité que certains services soient privilégiés, prioritisés en termes de leur exposition à la COVID-19, les soins intensifs, les services d'urgence, évidemment les unités COVID et la gériatrie et les maladies pulmonaires. Et comme je vous l'ai dit, nous avons décidé de ne pas vacciner aux mêmes endroits avec les deux vaccins à mRNA, qui, s'ils sont en termes de logique et de construction très proches, pour le reste, tout est différent. La température de conservation est différente, le conditionnement est différent. Il y en a un qu'il faut reconstituer, l'autre pas. Il y en a un qu'il faut donner à 2 doses à 21 jours d'intervalle, l'autre à 28. Bref, on a toutes les raisons de les employer séparément. Pardon. Voilà pour ce qui est de la phase des professionnels de première ligne. C'est quand même un bon 100 000 personnes avec toutes les professions de l'arrêté 78, plus un certain nombre de professions d'aide à domicile qui sont elles aussi des personnes exposées et qui sont repris dans ce groupe de la première ligne. Pour accueillir toutes ces personnes, on se tourne d'une part vers les hôpitaux qui vont avoir des stocks de médicaments, et l'accueil est bienveillant et on les a déjà remerciés, mais on profite pour le refaire si jamais il y a parmi vous certains d'entre eux.
et deux centres majeurs qui sont en fin d'organisation et qui vont nous servir de centre pilote pour toute la campagne de vaccination du grand public, qui sont à Bierzet et Ronquière et sur lesquels nous travaillons à marche forcée. Voilà la répartition pour la vaccination du personnel de santé. Vous voyez évidemment que le gros des centres sont sur la zone de forte densité de population autour de la dorsale wallonne, mais que nous avons été attentifs à couvrir raisonnablement l'ensemble du territoire. Et lorsqu'on va passer à la vaccination de la population dans son ensemble, on est pour le moment à 54 centres, mais le travail n'est pas tout à fait achevé et donc il y aura encore des modifications mineures. Mais comme ça, vous voyez la logique de la répartition des centres qui accueilleront la population pour la vaccination en région wallonne. Alors, on sait qu'une campagne de vaccination réussie, c'est 3 ingrédients. Le premier, c'est un bon vaccin, et je vais tout de suite céder la parole à Ivan Latem qui va vous faire l'article, qui va vous donner les informations de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, parce que je pense que c'est important d'être transparent. C'est le deuxième paramètre important pour réussir une campagne de vaccination. Il faut une communication qui suscite la confiance et l'adhésion. Et donc, c'est non seulement une communication transparente, mais c'est une communication qui passe par des personnes qui, elles, ont la confiance de la population, et ça, c'est vous. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, comme beaucoup des webinaires que nous faisons de manière intensive depuis maintenant la fin du mois de décembre, consiste essentiellement à informer et sensibiliser les acteurs intermédiaires entre les autorités et le grand public, qui sont ceux vers lesquels nous savons que la population, toutes les études de population le montrent, se tournent pour avoir un avis et ont une confiance. Et donc, ben voilà, le webinaire d'aujourd'hui fait partie de notre travail pour essayer de remplir ce deuxième ingrédient d'une campagne réussie, à savoir d'être capable progressivement de constituer un groupe de gens assez large. Nous ne pouvons pas, nous, dialoguer avec les 11 millions de Belges, et donc de nourrir les personnes qui peuvent le faire, chacun dans leur entourage personnel et professionnel, avec les outils. En dehors du webinaire ici, il a déjà été envoyé à toute une série d'organisations et aux directions hospitalières, mais elle est aussi déposée sur le site de l'AVIC, un set de diapositives d'accès libre qui reprend en bonne partie des diapositives qui ressembleront beaucoup à celles que vous allez voir aujourd'hui et qui permet à tout un chacun de s'approprier ce set et de l'utiliser pour informer autour de lui, entre autres le personnel de soins, le personnel hospitalier, puisque cette étape-là de la vaccination est quand même une étape cruciale dans la réussite. Elle est à la fois évidemment protéger, vous qui avez été exposés et qui avez dû exposer vos familles, mais aussi protéger évidemment la structure médicale et sa capacité à répondre, à réagir à une potentielle troisième vague, et enfin à servir d'exemple. Je pense que si le personnel médical et infirmier ne se vaccinent pas, la population aura légitimement une suspicion à l'égard de se vacciner elle-même. Et le troisième élément, c'est celui que j'ai très brièvement évoqué, sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est de construire un système qui permette une accessibilité aisée à la vaccination. En ce qui concerne les doses de médicaments, et j'en finirai par là, la Belgique s'est engagée dans un consortium européen qui nous a permis d'avoir des doses. Je pense que sinon, la petite Belgique aurait eu peu de possibilités de faire entendre sa voix dans les négociations qui se passent évidemment à des échelles presque continentales. Et la Belgique a sécurisé sous forme d'un préachat 5
5 vaccins potentiels, dont 2 Pfizer et Moderna sont déjà maintenant enregistrés et sur le marché présent en Belgique. AstraZeneca, qui est le vaccin développé avec l'université d'Oxford, qui est déjà enregistré en Angleterre, et le vaccin Johnson & Johnson, qui est le seul que nous pourrions espérer avoir en une seule dose, ce qui serait extrêmement utile pour un certain nombre de groupes fragiles et d'accès plus compliqué. CureVac, qui est aussi un mRNA, devrait nous arriver un petit peu plus tard. Au total, il y a suffisamment de doses pour vacciner plus que la population belge. Bien sûr, on ne savait pas au moment de faire ces engagements lesquels passeraient la barre de l'agence. Aujourd'hui, on a plutôt déjà des informations préalables de plusieurs de ces vaccins qui montrent qu'ils sont en tout cas sur la bonne voie. L'enjeu est donc plus la vitesse de livraison de ces vaccins que la capacité de vacciner toutes les personnes qui le souhaiteront. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Yves Van Latem, mais je dois lui introduire son set de diapositives. Et donc là, il reste un petit suspense sur quel set je vais jouer. Quel set tu vas recevoir, parce qu'on a eu des petits problèmes de livraison là aussi. Pourtant, ce n'était pas à moins 80 degrés chez moi. Non, pourtant, ce n'était pas à moins 80 degrés, non. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, pendant qu'Yvon se planche sur ce qui est dans le surgélateur. Mais donc, comme Yvon l'a dit, on est à l'heure du salon de l'auto virtuel, donc on va faire un salon du vaccin virtuel ce soir. On va essayer de revoir un peu ensemble les caractéristiques de ces vaccins, de vous exposer ce qu'on sait, éventuellement ce qu'on ne sait pas. Et je vois que vous êtes enthousiaste quant aux questions, parce qu'avant qu'on commence à exposer, il y a déjà une trentaine de questions sur le chat. Donc, on aura de la matière. Je crains, Yves, que tu vas devoir travailler avec le set de ce matin, qui n'est pas tout à fait adapté. Je m'en excuse, mais mon ordinateur me refuse tout autre service. Rend la vie dure. Et voilà ta présentation qui arrive sur l'écran. J'espère que vous la voyez. Voilà, la première diapositive est là. Alors, comme vous le voyez, cette présentation, et comme l'a dit Yvon, les diapositives sont reprises d'un set qui a été peaufiné, entre autres pour tout ce qui est l'iconographie et autres, par ma collègue Charlotte Martin, qui a repris ma fonction à l'hôpital Saint-Pierre. Elle a fait des superbes diapositives avec des belles iconos, et je pense que ça vend mieux encore la marchandise que lorsqu'on fait quelque chose d'un peu trop sec. Effectivement, là, l'âne sera le premier vacciné et les autres après, et on ne fera pas de commentaires sur les autres personnes vaccinées. Diapositive suivante. Alors, vous le savez, hein, je ne vais pas vous rappeler trop de choses parce que vous êtes à la base de tout ça. On se trouve là devant un virus à ARN transmis par voie respiratoire, mais qui a des propriétés totalement différentes de la plupart des autres infections de virus respiratoires qu'on connaissait jusque-là. Il a non seulement une proportion importante d'infections asymptomatiques, on est toujours quelque part entre 30 et 50% selon le type d'étude. On est certain par contre que ces asymptomatiques sont contagieux. On peut discuter s'ils sont autant ou un peu moins, mais en tout cas, ils sont très clairement contagieux, au contraire d'autres maladies dans lesquelles ils sont très peu contagieux ou pas contagieux. On a une transmission, vous le savez, à la fois par contact, par les grosses gouttelettes, et on le sait mieux depuis un certain nombre de mois maintenant aussi, par des droplets nucléides, donc ces fins petits machins qui restent quelques heures en suspension dans les pièces, et entre autres en saison hivernale, comme pour le moment, jouent un rôle potentiel de transmission, beaucoup plus qu'en été, où on est plus dehors ou avec des fenêtres ouvertes. Et on est devant un virus à ARN, comme un virus grippal, et donc un virus dans lequel finalement, lorsqu'il se multiplie, il y a plein d'erreurs qui se produisent, et donc il y a plein de mutations potentielles, dont les fameuses mutations qui font du bruit maintenant, celle qu'on a appelée un peu rapidement la mutation anglaise, et qui devrait s'appeler la B117, mais c'est plus compliqué à retenir, dont on pense qu'elle a in fine quelque chose comme 40%
de potentialité de transmission supplémentaire. Donc, elle peut probablement, d'une part parce que les charges virales sont importantes, mais surtout par la performance de sa clé d'entrée, rentrer plus facilement dans nos cellules de 40% que la souche que nous connaissions depuis le mois de février-mars dans notre pays. Elle est maintenant présente, c'était les corrections qui étaient sur les autres diapositives, dans une soixantaine de pays. Il y en a 91 officiellement déterminés en Belgique, mais les chiffres s'accroissent. On devrait rapidement dépasser les 120, il y en a probablement plus, bien sûr. Actuellement, elles font encore moins de 5%. C'est très vague, moins de 5%, mais on n'a pas un vrai compte. Moins de 5% du total des souches belges. On attend d'avoir un échantillonnage plus représentatif de ce qui se passe globalement dans la population. Pour l'instant, ce pourcentage est biaisé par le fait qu'on s'est intéressé aux voyageurs, on s'est intéressé à des clusters très précis, comme à Oud-Hulst en Flandre occidentale, par exemple. Et donc, on ne sait pas exactement dans une population globale ce que ça signifie, mais c'est moins de 5%. Alors, vous savez que la pathologie, c'est un peu de tout, depuis rien du tout. Hein, oui, on l'a dit, jusqu'à beaucoup de choses, et ce n'est pas à vous que je dois dire ce qui s'est passé dans les hôpitaux. C'est un virus qui a la propriété de ne pas s'attaquer qu'à nos voies respiratoires, mais qui, par l'intermédiaire du récepteur ACE2, est capable finalement d'entrer un peu partout, et entre autres dans l'épithélium des vaisseaux sanguins. Et donc, c'est une véritable endothélite qui se produit un peu partout, dans le cerveau, dans le cœur, dans les poumons, avec toutes les complications thrombotiques qu'on peut avoir et toutes les suites que cela peut donner, tant en accident aigu qu'en pathologie chronique. Et on a de plus en plus cette notion du long Covid, du syndrome post-Covid, dans lequel soit certains organes ne se remettent pas bien, soit on reste avec des symptômes très généraux dont on ne peut pas encore clairement attribuer la cause à l'une ou l'autre phénomène physiologique. Diapositive suivante. Voilà, juste pour vous rappeler que nous avons tous connu une grande vague au printemps, s'il fallait le rappeler, que nous avons connu en Belgique une deuxième vague plus importante que la première et dans laquelle on battait d'ailleurs malheureusement pour nous en amplitude pas mal d'autres pays, que nous en sommes revenus plus vite que d'autres qui ont mis du temps à remonter, que pour l'instant la situation belge est plutôt épidémiologiquement moins précaire que celle d'autres pays, mais on voit très bien qu'on est encore loin d'être revenu à la situation du mois de juin-juillet par exemple, et comme on est un confetti au milieu de l'Europe et qu'on n'est pas comme la Nouvelle-Zélande, une île perdue dans le Pacifique Sud, il est beaucoup plus difficile d'empêcher le virus d'entrer massivement sur le territoire. Diapositive suivante, qui va vous rappeler simplement qu'aux États-Unis, ben oui, ça correspond en mortalité à 15 Airbus 320 qui se crachent tous les jours. Je pense que Etihad n'a pas d'Airbus 320, mais c'est pas grave. Diapositive suivante. Alors, vous avez les vrais chiffres pour la Belgique? Non, parce que c'est dans mes autres diapositives, mais vous savez tous qu'on a dépassé malheureusement les 20 000 décès. Nous sommes à peu près maintenant à 682 000 cas officiels en Belgique, donc probablement quelque part au moins entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui ont été touchées. On est à 50 300 et quelques hospitalisations, et de par le monde, on a dépassé les 2 millions de décès. Diapositive suivante. Ça, ce sont nos pics de mortalité malheureux, la mortalité beaucoup plus aiguë qu'on a connue dans le courant du mois de mars, début avril, une mortalité qui est montée moins haut, sauf en Wallonie, où elle a dépassé la mortalité de la première vague. La Wallonie a un pic de mortalité plus important en deuxième vague qu'en première vague, mais sur le pays, par l'impact de la Flandre, on a une mortalité plus aplatie, comme vous voyez, mais qui globalement est plus conséquente que la première, puisque 52-53% des morts sont des morts de la deuxième vague. Au milieu, sur le petit pic isolé que vous voyez, c'est la mortalité, à peu près 1500 personnes, liées à la canicule du mois d'août. Diapositive suivante. Où vous voyez que, et on sait tous, il y a eu d'autres conséquences et que c'est une pathologie qui touche notre santé, qui touche nos vaisseaux, qui touche tout ce qu'on voudra dans le corps, mais qui touche aussi beaucoup d'autres fonctions, des fonctions sociales. Ça nous a empêché de vivre normalement au point de vue sportif, intellectuel, culturel, social. Ça a empêché les enfants d'aller convenablement à l'école et continuer une scolarité, je dirais, normale. Ça a entraîné des dépressions multiples liées aussi à des faillites multiples. Ça a empêché d'avoir des soins normaux dans les spécialités pour lesquelles vous professez dans pas mal d'hôpitaux. Et on sait que tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est cancérologique, entre autres, a pris un sérieux coup dans l'aile par une absence de suivi adéquat pendant plusieurs mois au niveau du mois de mars-avril, par exemple, et qu'on va en payer le prix d'une manière ou d'une autre dans le futur proche. Diapositive suivante.
Alors, le but, c'est bien sûr de bâtir maintenant une immunité, et une immunité dont on va discuter. On va passer cette diapositive, Yvon, on va aller à la suivante. Je l'avais changée dans sa place. On va une immunité qui pourrait se baser, comme vous le savez, sur deux possibilités. Soit une immunité liée à l'immunité naturelle, sans vaccination, soit une immunité vaccinale. Alors, il a déjà été amplement dit, et c'était une des études en question, que si on voulait bâtir une immunité sans vaccination, dite naturelle, on allait avoir un prix à payer qui était encore plus ample que le prix actuel. Et vous voyez ici sur la barre de l'abscisse qui est en millions, le point 0,1, c'est donc 100 000 forcément. Et vous voyez à peu près au 6e rang par rapport en bas, la petite boule rouge pour la Belgique qui se trouve quelque part vers les 80 à 90 000 morts dans le modèle en question. Nous en avons 20 000 pour l'instant. Ça nous ajoute encore un bon 60 000 morts avant de potentiellement arriver à une immunité naturelle. Et je pense que personne ne voudrait arriver à ce genre de solution extrême qui serait presque de l'eugénisme plus qu'autre chose. Diapositive suivante. Et donc la seule solution, on est bien tous d'accord là-dessus, c'est de passer par la voie vaccinale qui a de longue date déjà été la seule solution qui a permis d'éliminer un certain nombre d'infections virales comme la variole, bientôt la polio, et en tout cas de maîtriser des épidémies ou des pandémies, et c'est le cas entre autres encore récemment pour ce qui est Ebola par exemple. Diapositive suivante. Alors, on est parti devant une flopée de vaccins. Beaucoup vont mourir dans l'œuf, hein, soyons honnêtes. Il y a 200 et des projets vaccinaux. Il n'y a certainement pas tout ça qui va arriver sur le marché. Ce sont les premiers, dans ce cas-ci, qui probablement, sous réserve de qualité extraordinaire, non présents dans les premiers vaccins et présents dans les futurs, les autres vaccins ne survivront pas et ne naîtront pas. Il y a à peu près maintenant 11 à 12 vaccins qui sont en phase de recherche clinique avancée. Il y a 6 vaccins qui ont été précommandés par l'Union européenne, comme l'a dit Yvon, et pour lesquels la Belgique est partie prenante. Et globalement parlant, ces vaccins fonctionnent sur 3 types de plateformes. Une bonne vieille plateforme de protéines plus un adjuvant, et c'est le vaccin de Sanofi plus GSK. Et ça a beau être une bonne vieille plateforme, il a pris un vache retard, puisqu'il ne sera pas présent avant la fin de l'été, plutôt l'automne qu'autre chose. Et 2 plateformes qui ont le vent en poupe, les ARN messagers dont on va bien sûr parler, et les vecteurs viraux non réplicatifs dont j'aurais voulu vous parler, mais les diapositives ne sont pas dans ce kit-ci. Ce sont les vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson qui ne seront pas là avant mars-avril pour l'un et probablement en juin pour l'autre, qu'on peut évoquer dans les questions et réponses si vous le souhaitez. Diapositive suivante. Alors ça, c'est le paquet des achats pour les vaccins en question. C'est aussi un peu des caractéristiques très générales qui sont les taux d'efficacité. Et vous le savez, ils sont extraordinairement élevés dans les études cliniques, hein, soyons extrêmement clairs. On ne sait pas ce que ça donnera dans la vraie vie pour les 2 vaccins ARN, le Moderna comme le Pfizer, à peu près 95%. Il serait de l'ordre de 70%. Et vous savez aussi, il y a d'autres chiffres type 90% qui rôdent pour AstraZeneca. On n'a pas encore les données pour les autres vaccins. Ce sont des vaccins qui se donnent tous en 2 doses, sauf peut-être le vaccin de Janssen. Janssen est un virus non réplicatif, effectivement, et Janssen fait pour l'instant des études de phase 3 avec soit 2 doses, soit 1 dose. Et donc, il serait intéressant de voir si le 1 dose peut, et ce serait au point de vue pratique évidemment extrêmement important, être considéré comme égal des 2 doses, ou si dans certaines populations, comme les personnes âgées par exemple, le 2 doses restera nécessaire. Et comme l'a dit Yvon, les caractéristiques de conservation de ces vaccins sont très différentes, elles sont les plus complexes pour les 2 vaccins actuels. On en a assez parlé, et vous l'avez vu dans les journaux et à la télévision, des surgélateurs, alors qu'heureusement les autres vaccins qui vont arriver dans le futur vont se conserver classiquement au frigo de manière beaucoup plus simple, en soulignant toujours que pour l'instant et pour de nombreux mois devant nous, tous ces vaccins sont conditionnés en flacons de 5 ou de 10 doses, et donc on ne pourra pas les employer comme on ouvre un vaccin hépatite A ou un vaccin tétanos. Il restera le problème de l'emballage qui sera en multidose. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le calendrier de vaccination avec les différents vaccins disponibles. Le Pfizer, auquel c'est déjà rajouté maintenant le Moderna, un peu plus vite qu'on ne le pensait. On attend l'AstraZeneca, si possible, dans le courant du mois de février, si l'Agence européenne des médicaments donne son approbation fin janvier, début février, ce qui semble
possible ou plausible. Et puis, on va fonctionner comme ça pendant un certain temps avec pas d'autres vaccins jusqu'à la fin du courant du printemps. On espère avoir le CureVac. Le CureVac est le vaccin ARN messager allemand, j'ai envie de dire, avec à la tête de la firme, comme vous savez, une personnalité belge célèbre. Et dans les mois qui vont suivre, le vaccin Johnson & Johnson, dans lequel Janssen Pharmaceutica a une implication extrêmement importante. Diapositive suivante. Elle vous rappelle, elle va nous aider à discuter toute la problématique qui est souvent soulevée, entre autres par les futurs vaccinés. Enfin, docteur, comment c'est possible de faire quelque chose de sûr en aussi peu de temps? Et c'était la cause essentielle du doute, de l'hésitation ou du refus vaccinal jusqu'au moment du mois de décembre à peu près, de l'arrivée des premiers vaccins. Diapositive suivante. Alors, vous savez tous, en tant que professionnels de santé, qu'un vaccin, ça met du temps. Ça met du temps, pourquoi? Eh bien, soyons honnêtes, ça met du temps essentiellement parce qu'il y a de très lourdes formalités à remplir. Alors ici, il n'a pas été question de couper ces formalités au sens de dire, eh bien non, on peut sauter des étapes et allègrement prendre moins de précautions. Il a été simplement question de faire des paris, d'une part, des paris d'investissement, d'argent, et d'autre part, de simplifier les formalités quant au délai qu'il y avait entre les différentes phases. Les formalités sont les mêmes, mais simplement, ça ne dort pas sur des bureaux pendant un certain temps. On a bénéficié ici des progrès gigantesques en génétique depuis 5, 10, 15 ans, faisant qu'on a pu identifier le génome du virus en 3-4 jours après avoir déterminé de quel virus il s'agissait. C'était impensable il y a 10-15 ans, c'était impensable à l'époque du H1N1, j'en avais plus de temps, et le diffuser un peu partout dans le monde. On a pu bénéficier de plateformes de synthèse vaccinale et de formation de vaccins qui étaient déjà en voie de développement pour d'autres vaccins, pour le Zika, pour le chikungunya, pour la dengue par exemple. Ce sont des vaccins qui sont en phase 3 de développement actuellement, qui ne sont pas encore commercialisés, mais qui ont déjà été expérimentés, pour lesquels on a pu voir qu'ils fonctionnaient et qu'ils étaient sûrs. On a pu bénéficier du fait que la clé d'entrée de ce coronavirus, eh bien, elle ressemble très fort, c'est pas la même, mais elle ressemble très fort à 2 coronavirus méchants qu'on a déjà connus, le SARS en 2003-2004, né aussi en Extrême-Orient et qui est plutôt resté par là-bas et un petit peu au Canada, aux États-Unis, que nous n'avons pas connu chez nous. Le MERS coronavirus, à point de départ des chauves-souris et des chameaux au Proche et au Moyen-Orient, qui est né ou qui a été découvert vers 2012 là-bas et qui y existe toujours. Ces 2 pathologies avaient entraîné des investigations et le développement de vaccins qui n'ont jamais servi pour le SARS, puisqu'il a disparu, et qui sont en train d'être expérimentés pour le MERS. Et donc, en se basant sur ces plateformes, en se basant sur ces clés d'entrée, ces fameuses spike protéines dont on a beaucoup parlé, en changeant simplement la spike protéine du MERS ou du SARS pour celle qui a des dents un peu différentes, si on peut dire, pour les comparer avec une clé du coronavirus actuel, on a pu, en ayant quelques semaines de temps, changer des vaccins qui étaient faits pour du SARS-MERS en des vaccins qui étaient faits pour notre Covid-19. Ça a entraîné une mobilisation exceptionnelle, à la fois pour des raisons financières, soyons honnêtes, pour certaines firmes, des raisons de prestige aussi pour les firmes qui sont derrière, avec un entraînement qui n'a pas été seulement exceptionnel au niveau des équipes, mais également aussi des volontaires. On n'a jamais vu autant de volontaires se presser pour participer aux études en 24-48 heures de temps. Les tableaux Excel des volontaires pour toutes les études cliniques étaient remplis tant aux États-Unis qu'en Angleterre, par exemple. Et on a, dans ce contexte-là, pu faire des études assez rapidement. C'est pas ça qui aurait fait gagner la partie. Et 2 des grands points qui ont fait gagner la partie, c'est d'une part le fait, et on va le revoir dans une autre diapositive, qu'on a comprimé tous les délais administratifs qui font partie de la vie des vaccins et de la vie des médicaments. Et on a aussi, quand je dis on, c'est les États, c'est-à-dire les États-Unis, c'est la communauté européenne, mais aussi les firmes, investi des milliards d'euros et de dollars dans la construction, le développement ou la transformation d'usines vaccinales, de manière à produire les vaccins dès que les phases 1 et 2 avaient montré qu'ils étaient potentiellement bien immunogènes, mais avant d'avoir le approval des agences de régulation
quitte à mettre ces vaccins à la poubelle, si on peut dire, s'ils ne fonctionnaient pas, mais pour en avoir assez de disponibles par dizaines de millions de doses dès que les agences régulatoires auraient donné leur approbation, et ce qui a permis de lancer la vaccination en Angleterre, aux États-Unis et chez nous, quelques jours après que les agences aient dit oui, alors que d'habitude, il faut au moins 6 mois ou 1 an encore à ce moment-là. Et voyez ici que les différentes étapes qui mettent entre 7 et 15 ans d'habitude pour un vaccin qui a la ligne d'au-dessus, a pu être raccourcie, non pas en éliminant des étapes, mais simplement en permettant, pour la première partie, d'avoir d'emblée déjà le bon antigène qui est la clé d'entrée, la spike protéine, d'avoir déjà un certain nombre d'études qui existaient chez l'animal avec des modèles vaccinaux proches et avec les clés d'entrée du SARS et du MERS, surtout de collapser les études de phase 1, 2 et 3 en permettant aux chercheurs indépendants payés par les autorités, c'est-à-dire par l'Europe par exemple pour l'EMA ou les États-Unis pour la FDA, de suivre en parallèle l'évolution des études cliniques en même temps que les gens des boîtes pharmaceutiques. Et donc il n'était pas question cette fois-ci de faire une phase 1 en 1 an ou 2, de déposer un dossier qui était examiné en 6 mois, les questions étaient renvoyées, on y répondait, mais tout se faisait en total parallèle, et si une question ou un problème se posait en cours de route, les personnes qui étaient là pour jauger le vaccin au niveau des agences régulatoires posaient directement la question et on s'occupait directement d'avoir une solution à ça au niveau des firmes. Ça a permis de gagner énormément de temps, ce qui met d'habitude 6 ou 7 ans, c'est fait en 10 mois de temps. Et dès que l'agence a dit oui, eh bien, il n'a pas fallu construire les usines et lancer la production, mais la production était disponible et tout le secret, finalement, du développement rapide de ce vaccin est là-dedans. Il est clair qu'on ne pourrait pas faire ça pour tous les médicaments tout le temps. Sans ça, ça ne fonctionnerait pas. C'est quelque chose qui a fait mettre sur le côté d'autres médicaments, d'autres développements, parce que la priorité des agences a été partout dans le monde au développement de ce type de vaccin, au détriment, soyons honnêtes, d'un certain nombre d'autres développements. C'est malheureux, mais c'était une pandémie et ça s'est donc passé ainsi. Diapositive suivante. Alors, on va ici parler essentiellement des vaccins ARN messagers, qui sont des vaccins qui ont une caractéristique essentielle, c'est de pouvoir être produits en quantité colossale très rapidement. Ils ne dépendent pas de facteurs comme les œufs, par exemple, pour le vaccin contre la grippe. Ils dépendent simplement de la réplication de l'ARN, et l'ARN en question peut être produit en quantité énorme. Pfizer prévoit plutôt de produire de l'ordre de 2 milliards de vaccins en 2021. Aucune firme pharmaceutique n'aurait pu, en première année de développement d'un vaccin, produire une telle quantité avec les techniques classiques de vaccination qu'on voit repris en bleu au bas de la diapositive. Diapositive suivante. Alors, ce vaccin ARN, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez tous, vous êtes des médecins spécialistes, que ce n'est pas de l'ADN et que l'ARN n'a rien à voir, que l'ARN, c'est évidemment pas la même chose que ce qui est gravé dans notre patrimoine génétique sous forme d'ADN dans nos chromosomes, et que nous n'allons pas, avec cet ARN, modifier ce qui se trouve dans le noyau de nos cellules et dans nos chromosomes. Diapositive suivante. Qu'est-ce qui se passe à vrai dire? Eh bien, il se passe que, au lieu d'injecter classiquement un antigène, ici, cette spike protéine, cette petite protéine à la surface du virus qui lui sert à entrer dans nos cellules, on va nous injecter le plan pour que nous fassions nous-mêmes, pendant quelques jours, ces spike protéines dans le cytoplasme de nos cellules. On va donc injecter un plan qui est un ARN dans lequel on a greffé exactement la séquence qui permet de coder la spike protéine du coronavirus qui nous embête cette fois-ci. Et cet ARN, qui est une substance extraordinairement fragile, on l'injecte dans des particules lipidiques de manière à lui mettre une sorte de blindé. Sans ça, si vous l'injectiez comme ça, il est détruit en un quart d'heure de temps et on n'a aucune réaction immunitaire qui est possible. En l'incluant dans une particule lipidique, on va lui permettre de rester dans l'interstitium lorsqu'on injecte, de se fusionner avec la paroi des cellules, d'être intériorisé dans le cytoplasme. Il lui est impossible d'entrer dans le noyau cellulaire et dans le cytoplasme, il fait ce que tout ARN messager doit faire, c'est-à-dire d'aller vers les mitochondries, d'aller vers les ribosomes. Il y est lu et on produit comme ça nous-mêmes la fameuse spike protéine que nous exprimons à l'extérieur de nos cellules et qui va être captée alors par les cellules de Langerhans qui vont le mener vers la cellule qui vont développer notre immunité tant humorale
que cellulaire, et c'est important à dire, on a une immunité tant humorale que cellulaire qui est développée par ce type de vaccination, et ça c'est extrêmement important pour espérer lutter contre ce type d'infection virale. On n'injecte donc pas le virus, hein, c'est très clair, on n'injecte pas de l'ADN, on n'emploie pas d'adjuvant. D'une certaine manière, l'ARN en lui-même sert d'adjuvant et donne une réaction inflammatoire suffisante pour que nous ayons une bonne captation de la spike protéine que nous produisons ainsi. Cet ARN messager, il est détruit en quelques jours de temps, il arrête de produire, mais il en a produit suffisamment, donc son boulot est fait, il peut se suicider, si on peut dire, il est à vrai dire détruit par les ARNases que nous avons en quantité colossale un peu partout dans l'organisme, et au bout de 3 à 7 jours, on ne détecte absolument plus d'ARN messager chez la personne qui a été vaccinée. Diapositive suivante, qui vous redonne les points importants. C'est facile à produire, on peut le produire en grande échelle. L'inconvénient, c'est très fragile, c'est très instable. Il faut donc le protéger dans des particules lipidiques. Il faut le conserver à basse température. C'est toute la problématique actuelle. On a une très belle réaction immunitaire tant au niveau humoral qu'au niveau des cellules CD4 ou CD8. Donc, on a à la fois des cellules qui vont nous aider à avoir des cellules mémoire, on a des CD4 mémoire. Grâce à ces CD4, on va avoir des cellules producteurs d'anticorps mémoire et on a des killers CD8 qui vont être présents de manière à détruire un certain nombre de cellules déjà infectées par le virus. On n'a pas d'adjuvant, ce qui fait peur à beaucoup de monde. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des adjuvants, mais ça fait peur à beaucoup de monde. En passant, il n'y a pas de latex non plus qui intervient. Donc, il y a plein de notions d'allergie que les gens ont en tête au vaccin qui peuvent sauter. On a des effets secondaires qui, potentiellement locaux, régionaux, sont relativement importants, mais on va voir ensemble que dans la vraie vie, entre autres pour les patients, ces effets secondaires semblent beaucoup, beaucoup plus bas que ceux qui ont été estimés dans les études cliniques. Et on a une situation qui fait un peu peur aux gens parce qu'ils ne sont pas au courant que ces plateformes vaccinales étaient déjà développées depuis plusieurs années, que ça sert en médecine vétérinaire et qu'il y a plusieurs vaccins déjà essayés chez l'homme mais pas encore commercialisés pour les pathologies exotiques dont je vous ai parlé, qui sont en voie de développement depuis plusieurs années. Diapositive suivante. Alors, c'est une plateforme, l'ARN messager, qui a été déjà identifiée de longue date, entre autres par l'OMS, comme étant une plateforme adéquate pour produire justement en masse des vaccins en cas de pandémie. Le malheur a voulu que, ben oui, ça soit maintenant qu'il faille utiliser cela. Le bonheur a voulu que cette plateforme soit prête et qu'on puisse, grâce à ça, produire des quantités importantes de ce vaccin. Diapositive suivante. Alors, est-il efficace, et surtout est-il efficace chez les personnes âgées, puisqu'on sait tous que le driver principal de la mortalité, c'est l'âge. Il est plus dangereux d'avoir 67 ans et en bonne santé que d'avoir 48 ans, de l'obésité et de la bronchite chronique par rapport au Covid. Et donc, l'âge est vraiment le driver majeur, à quelques exceptions près, qui sont les affections néoplasiques hématologiques, qui sont la trisomie 21. Je veux dire, pour une population générale, c'est vraiment l'âge qui est le gros du facteur. Alors, il y a des études qui sont sorties, on va un peu les parcourir ensemble. Diapositive suivante, les études, entre autres, publiées dans différents journaux. Ceci est un résumé de l'efficacité des vaccins, à vrai dire, avant les études en question. L'AstraZeneca qui... Oui, tu peux le passer. Okay. Le vaccin Pfizer, Pfizer-BioNTech, qui porte ce nom un peu difficile à prononcer de Comirnaty. C'est presque un nom, irlandais, j'ai envie de dire. Mais vous montre la courbe qui est pratiquement devenue célèbre ici sur le côté droit. On voit l'évolution d'une population qui reçoit un placebo et c'est la droite vraiment à 45 degrés ici, qui est bleu, c'est le placebo, avec les boules noires qui sont les cas graves, au milieu des boules plus claires qui sont les cas non graves. Et vous voyez que lorsqu'on vaccine les gens, c'est la ligne rouge, et bien vers le J10-12, on a une rupture totale de la ligne qui part pratiquement à l'horizontale. Ce n'est pas une vraie horizontale parce qu'il y a encore quelques cas, soyons honnêtes. Il y a même un cas grave qui arrive vers le jour 60, la boule un peu plus sombre que vous voyez là, mais la cassure est assez spectaculaire. Et on voit par exemple que pour le vaccin Pfizer, il y a dans le bras placebo 162 personnes qui ont un Covid symptomatique contre 8 dans le bras vaccinal. On a 9 personnes qui ont une forme sévère dans le placebo, une seule dans le bras vaccinal. Et ce n'est pas
n'importe qui a été vacciné, ce sont des gens qui sortent, des gens classiquement vaccinés. Un vaccin ne prend jamais le grand immunodéprimé, ne prend jamais la femme enceinte. Vous savez, c'est impossible au début du développement, ce ne serait pas safe, ce ne serait pas éthique. Mais ces vaccins-ci, puisqu'on vise une population qui a des facteurs de risque, une population plus âgée, a pris plus de gens âgés. Il y a ici 42% des gens qui ont plus de 55 ans, plus de gens obèses, une trentaine de pourcents, qu'une étude classique. Elle a pris aussi énormément de participants. Les études vaccinales classiques donnent le vrai vaccin à 3 à 5 000 personnes et un placebo le même nombre. Quelques études vaccinales vont jusqu'à 10 000 patients. Il est rarissime d'avoir comme ici, comme l'étude de Pfizer, à peu près 18 à 20 000 personnes par bras, donc qui ont reçu le vaccin versus un placebo. Et c'est à peu près la même chose, toujours entre 10 et 20 000 personnes qui reçoivent le vaccin dans tous les autres vaccins, AstraZeneca, Moderna, etc., qui ont été développés. Donc, on a vraiment testé ce vaccin sur une quantité 2 à 3 fois plus importante de gens que ce qu'on fait d'habitude avec les autres vaccins. Diapositive suivante qui vous montre un point intéressant qui est que les plus de 75 ans étaient peu représentés, mais il y en avait 770, vous allez me dire c'est 2 fois rien, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas significatif, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a jamais des gens de plus de 75 ans dans les études, eh bien vous voyez que là, s'ils ont le bras avec le vaccin, il y a 0 personne qui fait la maladie, le bras placebo, il y en a 5. Ceci n'est pas significatif par définition, puisqu'on le voit très bien dans l'écart de confiance, confidence interval qui se trouve à droite, on est à de moins 13 à 100, mais ça nous donne quand même une tendance quant à l'efficacité persistante malgré l'âge. Diapositive suivante, qui vous montre que dans le vaccin Moderna, eh bien, on a le même genre de résultat, le même genre de courbe que vous voyez ici en gris et ici en bleu, qui vous montre aussi qu'ils ont inclus dans le tableau ici à droite des gens qui avaient plus de 65 ans et qu'ils ont pratiquement ou les mêmes résultats que les gens qui sont plus jeunes. Ils ont pris des gens qui avaient des facteurs de risque et là aussi, ils ont des résultats qui sont carrément similaires. Et si on prend le résumé de leur étude qui est mis dans le haut à droite de la diapositive, 185 cas dans le groupe placebo versus 11 dans le groupe recevant le vaccin. Et surtout, à nouveau, même si ce n'est pas statistiquement significatif, parce qu'on a beau avoir beaucoup de patients, il en faudrait encore beaucoup plus pour être sûr. Ils ont 30 Covid sévères chez les non-vaccinés, ils ont 0 Covid sévère chez les vaccinés, ils ont 1 décès chez les non-vaccinés, ils ont 0 décès chez les gens qui sont vaccinés. Ceci nous donne quand même une certaine confiance, qui doit être vérifiée, bien sûr, sur le terrain, quant à l'activité immunitaire et réellement protectrice des vaccins en question. Diapositive suivante. Il va vous montrer que quoi? La question que tout le monde se pose, c'est à partir de quand est-il efficace? Alors, on l'a vu ensemble, on a une cassure de la courbe extrêmement claire vers 10-12 jours. Ça veut dire qu'à partir de 10-12 jours, on a une efficacité de l'ordre de 88 à 90%. Quelle est sa durée? On n'en sait rien. Et c'est la raison pour laquelle, on peut en discuter après, on n'ose pas donner actuellement une seule dose. Mais en tout cas, pendant sans doute quelques semaines, l'efficacité est effectivement extrêmement grande. Elle devient maximale 1, 2, 3, on peut discuter. Ici, on a mis 2 à 4 semaines après la deuxième dose. Et c'est à ce moment-là, par rapport à ce moment-là, que les vaccins dans les études ont été évalués. Diapositive suivante. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on paye un prix anormal d'effets secondaires avec cette nouvelle plateforme? Là, la réponse est relativement claire. Diapositive suivante. Claire, sauf qu'elle est illisible sur la diapositive, je suis d'accord avec vous. Ça vous montre des colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Transcription en 20 secondes. On a des effets secondaires locaux-régionaux, on les voit dans la colonne de gauche. Et ces effets secondaires locaux-régionaux sont dans l'étude. Petit problème de diapositive que Yvon va nous réintroduire. Les problèmes locaux-régionaux sont des douleurs, sont un peu d'érythème, sont un petit peu de gonflement à l'endroit local, qui dans les études sont fréquents. Ils ont de l'ordre de 50, 70, 80%. On ne retrouve absolument pas, curieusement, ces chiffres dans la vraie vie, tant aux États-Unis que chez les patients actuellement vaccinés. C'est la diapositive après, Yvon. On a des effets secondaires qui sont un peu moins importants chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes, peut-être parce que leur immunité est moins bonne, justement. Et chez les personnes jeunes, on a un peu plus d'effets secondaires à la deuxième dose
qu'à la première dose. On a les effets secondaires généraux qui sont un peu de malaise, un peu de maux de tête. J'ai envie de vous dire malheureusement des trucs qui ressemblent un petit peu à certains Covid. Hein. On est un peu fatigué, on est un peu fébrile, etc. Dans aussi 20, 30, 40, 50% des cas. Et à nouveau, ça ne se retrouve pas dans la vraie vie. Je dirais tant mieux pour des raisons qui ne sont pas extrêmement claires pour l'instant. Diapositive suivante. Tu peux passer directement à la suivante, voilà. Alors c'est quoi? C'est finalement les effets secondaires que tous les vaccins peuvent donner. Avoir un peu mal localement, être un peu patraque, comme on dirait à Bruxelles, avoir quelques phénomènes généraux liés à la réaction inflammatoire, c'est un peu à ce à quoi on s'attend, et ça peut parfaitement, si nécessaire, être traité par du paracétamol, de rares doses de paracétamol. Diapositive suivante. Est-ce qu'on risque par contre d'avoir quelque chose de plus effrayant? C'était le but de la diapositive que Charlotte avait mis ici, des effets secondaires à long terme inconnus. Alors, il y a une précaution qui a été prise par les agences régulatoires tant américaines qu'européennes, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe comme effet secondaire lorsqu'on fait des vaccins. Ils ont regardé ce qui se passait sur les 50 dernières années, et sur les 50 dernières années, pour tous les vaccins qui ont été produits, 95% des effets secondaires connus, bien sûr. Hein. Si l'effet secondaire, c'est de devenir bizarroïde 60 ans plus tard, on n'en sait rien. Les effets secondaires connus se trouvent en ayant les 6 semaines après la vaccination. Et donc, les agences régulatoires ont demandé que tous les patients soumis dans le dossier d'enregistrement aient au moins 2 mois après leur vaccination, pour prendre une marge de sécurité et être vraiment au plus près possible de pouvoir dire voilà les données, il n'y aura normalement plus rien qui apparaîtra plus tard. Ceci étant, on le sait tous, il y a des médicaments, il y a des vaccins pour lesquels on n'a pas d'effet secondaire lorsqu'on le teste sur 5 000, 10 000, 20 000 personnes, et ça apparaît au bout de 100 000, 150 000, 200 000 personnes. C'est un peu ce qui a pu apparaître, par exemple, avec la narcolepsie, avec le vaccin contre la H1N1. Ça, c'est pour tout médicament, tout vaccin, la vraie vie, la phase 4 qui nous le montrera. Et cette phase 4, elle va être hyper surveillée, et c'est un système de surveillance qui bénéficiera dans le futur aux autres vaccins par des structures en pyramide qui ont été établies dans chacun des pays. Il va y avoir un recueil extrêmement drastique par l'Agence du médicament en Belgique et par les différentes agences dans les pays, tant en Europe, aux États-Unis, en Australie et ainsi de suite, qui vont le référer ainsi petit à petit vers l'Europe, pour l'Europe, les différents pays, et l'Europe, les États-Unis, et tout ça vont le mettre ensemble dans une base de données qui est conservée d'ailleurs quelque part dans le nord de l'Europe pour l'OMS, de manière à avoir le plus rapidement possible le signal que quelque chose se passerait dans telle ou telle population avec tel ou tel vaccin, et de manière à pouvoir prendre les mesures adéquates le plus rapidement possible si c'était nécessaire. Je pense qu'on n'avait jamais bâti un tel système de surveillance, et j'espère qu'effectivement il pourra vraiment rendre des services aussi dans le futur. Diapositive suivante. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que l'Agence du médicament, maintenant, depuis le mois de janvier, va chaque semaine publier, pour que ce soit parfaitement transparent, les effets secondaires qui ont été rassemblés. Taux d'effets secondaires extrêmement bas, pour vous donner une idée, la première publication aux États-Unis, qui ont rassemblé sur leur vaccination du mois de décembre 1 900 000 personnes vaccinées, ils ont eu 4 000 personnes avec des effets secondaires. C'est 0,2% du total des gens vaccinés, et c'était tout de la bobologie, comme on vient de le dire, sauf quelque chose dont on va discuter dans quelques instants. La bobologie, c'est des douleurs locales, c'est un peu de température, sauf justement un effet secondaire qui a pu être identifié seulement à partir du moment où beaucoup de gens étaient vaccinés. Diapositive suivante, c'est l'effet secondaire des réactions allergiques. Diapositive suivante. Alors, les réactions allergiques, on a pu effectivement se rendre compte que si pour les autres vaccins que le vaccin Covid, on a d'habitude des allergies sévères ou anaphylactiques, que ce soit des chocs ou des œdèmes de Quincke, une fois sur 1 million de vaccins, on a ici une fréquence plus importante. C'est à peu près une fois tous les 100 à 120 000 vaccins. Donc, un calcul totalement non scientifique va vous dire que sur ce qu'on compte vacciner en Belgique, on risquerait d'avoir à peu près 70 fois ce genre de type réaction dans la population belge. Il semble être lié non pas à l'antigène, mais à des multiples excipients, dont du polyéthylène glycol, finalement de l'antigel, hein, pour être clair, qui est nécessaire pour stabiliser dans le grand froid les particules lipidiques qui entourent l'ARN messager. Et ce polyéthylène glycol est déjà employé dans de multiples médicaments, des antiacides, des laxatifs, aussi dans des formes injectables de corticoïdes. Et on pense d'ailleurs de plus en plus que lorsqu'il y a des chocs anaphylactiques
par rapport à des corticoïdes injectables, quelque chose que je n'avais jamais réussi à comprendre jusque-là, eh bien, c'est lié probablement à l'excipient qui est le polyéthylène glycol. Et donc, il est clair qu'il faut prendre un certain nombre de précautions. Et il y a des très beaux tableaux qui ne sont pas dans ce set-ci de diapositives qui ont été préparés par l'Agence du médicament, de manière à ce que vous sachiez dans quelles conditions il faut prendre des précautions particulières. Mais ça sera essentiellement aux gens dans les centres de vaccination, bien sûr, à faire ce type de screening. Ça survient toujours, et vous le savez, pour ce type de réaction environ les 15 à 30 minutes. Et donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle tout le monde sera surveillé pendant minimum 15 minutes et, si possible, 30 minutes. Les cas jusqu'à présent décrits, une quinzaine de cas aux États-Unis, quelques cas en Angleterre, ont tous été adéquatement rattrapés par de l'adrénaline et ou des corticoïdes injectables. Mais il faut le savoir et il faut être prêt, bien sûr, à réagir à ce type de circonstances. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la femme enceinte? Il y a normalement, diapositive suivante, pas de crainte à avoir, mais soyons honnêtes, on n'a pas de recul. Et comme toujours, lorsqu'on a une nouvelle technique, il y a un principe de précaution qui peut s'appliquer. Donc, la recommandation pour les femmes enceintes, c'est pas de dire qu'il faut d'abord faire un test de grossesse à toutes les femmes jeunes du corps médical qui vont être vaccinées, mais se poser la question, est-ce que vous pensez être enceinte, est-ce que vous pourriez être enceinte? Éventuellement, s'il faut, faire un test de grossesse, bien sûr. Moi, je pense que la plupart des gens vont pouvoir d'eux-mêmes dire ce qu'il en est. Et si la personne compte être enceinte, bien, soit elle reporte un peu cette grossesse, idéalement, soit elle est enceinte, on ne le sait pas lors du vaccin, ou elle devient enceinte après la vaccination, eh bien, la grossesse continue telle qu'elle. On a pour l'instant une surveillance des grossesses en cours dans les phases vaccinales aux États-Unis, entre autres, qui n'a pour l'instant rien montré, mais vous en doutez, c'est beaucoup trop tôt pour avoir des conclusions. On a des données animales qui nous montrent aucun problème par rapport tant à la fertilité qu'à l'évolution des grossesses, mais on ne doit pas vacciner les femmes enceintes ou pour être enceintes comme on vaccinerait un jeune homme, va-t-on dire. Et donc, je pense qu'il faut prendre un minimum de précautions. Et c'est ce qui est repris dans l'avis belge, qui est un peu détaillé ici, que vous pourrez lire par la suite. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est malade? C'est comme pour tous les vaccins. Hein. Si on est justement en train de faire une infection quelconque, ce n'est pas le bon moment de faire un vaccin, à la fois pour ne pas interférer peut-être avec la réaction immunitaire, surtout pour ne pas mélanger les effets secondaires du vaccin éventuel avec les symptômes de la maladie elle-même. Et donc, tout le monde s'accorde à dire qu'on attend une quinzaine de jours, comme c'est d'ailleurs le cas pour d'autres vaccins. Ce n'est pas le bon moment de faire un vaccin pneumocoque ou autre en même temps, par précaution. On attend 2 semaines, même s'il n'y a pas de raison d'avoir des craintes a priori. Diapositive suivante, on a pratiquement terminé. Est-ce que si on fait un Covid, et j'ai vu que c'était une des questions, on a intérêt encore à faire le vaccin? Alors nous pensons actuellement que oui. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens qui avaient fait le Covid, qui ont été vaccinés dans ces protocoles. Ça n'a présenté aucun problème. Ils ont fait une très belle réponse en anticorps. Vous savez que la réponse en anticorps par rapport à l'infection naturelle est très variable, que certaines personnes, entre autres peu symptomatiques, font un taux d'anticorps qui est bas. On ne connaît pas l'impact que ça peut avoir sur l'évolution de l'immunité par la suite. On estime actuellement que l'immunité naturelle donne une protection de l'ordre de 83 à 95%. Ce sont les dernières études, une étude qui s'appelle Sirène, qui est publiée en Angleterre, entre autres, montre ce range d'efficacité de l'infection naturelle. On pense donc qu'il est adéquat, et en plus, pour les personnes les plus fragiles, doublement adéquat, de renforcer cette immunité naturelle éventuellement induite par la pathologie, par une immunité liée au vaccin, où on espère à la limite avoir une immunité de meilleure qualité. Et c'est probablement quelque chose qui commence déjà à transparaître dans le fait que certains variants ne sont pas bloqués par l'immunité naturelle, mais sont bloqués, excusez-moi, c'est la fatigue de la voix, mais sont bloqués par l'immunité induite par le vaccin. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'on peut être contagieux? Vous savez comme moi qu'on ne peut pas être contagieux à cause du vaccin, bien sûr, parce que le vaccin n'est pas un virus vivant, on n'est pas devant un virus vivant atténué comme un virus de la rougeole ou de la fièvre jaune, mais est-ce qu'on reste potentiellement contagieux après avoir reçu le vaccin? Diapositive suivante. Il y a une possibilité, et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, quand on est vacciné, on demande à tout le monde de garder les mêmes précautions, parce qu'on ne connaît pas encore exactement l'impact du vaccin quant à l'immunité stérilisante. Est-ce qu'en étant protégé soi-même, on est dans une situation où notre immunité de muqueuse, les IgA ou les IgG,
au niveau des muqueuses vont tuer quasi instantanément le virus qui arriverait. On pense qu'on peut encore être éventuellement porteur. Et c'est entre autres cette étude Sirène anglaise qui montre qu'avec l'immunité naturelle, un certain pourcentage de gens sont encore porteurs, parfois en grosse quantité du virus au niveau de leur voie respiratoire. On ne sait pas si le vaccin fait mieux que l'immunité naturelle et permet de complètement bloquer la transmission potentielle où un virus fait le ricochet de quelqu'un d'infecté vers votre gorge à vous. Vous êtes protégé, vous ne faites pas la maladie, mais vous avez suffisamment de virus pour contaminer encore quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle actuellement, l'effet d'immunité de cohorte, où on estime devoir vacciner 70 à 80% des gens, reste une donnée théorique. Elle n'est pas que théorique parce qu'on est persuadé qu'elle est en partie au moins réelle, mais son impact exact est encore actuellement mal maîtrisé. Et je pense qu'on est pratiquement au bout, Yvon. Est-ce qu'il y a encore autre chose après ceci? Oui, la durée de la protection, vous le savez, personne n'en sait rien pour l'instant, puisqu'il faut attendre. On sait que l'immunité naturelle donne une très bonne protection pour la maladie elle-même, au moins pendant 8 mois. On espère donc que l'immunité vaccinale ici, sous réserve d'un mutant qui passera au travers, bien sûr, nous protège au moins pendant 8 mois. Et je mettrai pratiquement ma main à couper qui protégera plus que 8 mois, sous réserve d'un mutant, bien sûr, qui échapperait. Est-ce qu'on peut fonctionner avec le vaccin contre les variants actuels? Oui, sur le variant UK. Sans doute oui, sur le variant sud-africain, qui lui ne répond pas bien aux anticorps de quelqu'un qui a fait la maladie, mais semble répondre aux anticorps de quelqu'un qui est vacciné. Ce sont des premières données. Elles seront peut-être infirmées. J'espère qu'elles seront plutôt confirmées. Et ce serait une bonne nouvelle quant à l'impact du vaccin qui, dans ce cas-là, pourrait être plus efficace que le fait de faire simplement la maladie. Et le gros point favorable, c'est que cette plateforme est tellement adéquate qu'elle permet de changer l'antigène extrêmement rapidement. Et s'il fallait changer d'antigène devant une mutation importante, l'industrie se fait pour l'instant fort. On attend de voir. On espère plutôt ne pas devoir attendre de voir, mais si c'était le cas, l'industrie prétend qu'en ayant les 6 semaines, ils peuvent lancer la production d'un nouveau vaccin. Bien sûr, il faudrait plusieurs mois avant d'en avoir assez, mais ça permettrait de ne pas devoir tout recommencer à zéro. Et donc, on vous souhaite, diapositive suivante, une bonne année 2021 vaccinale et on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Yvon, on ne t'entend pas. Yvon, tu es mute. Je suis mute. Voilà, voici démute. Alors, on a une série de questions dans le chat. Merci beaucoup, Yves. On va essayer de les parcourir. On n'a plus énormément de temps, mais... Une demi-heure. Oui, c'est juste. Encore 20 minutes. On va essayer de répondre à l'essentiel. Court et bon. Quand les médecins spécialistes non hospitaliers, alors je suis peut-être passé un petit peu vite sur la slide, mais vous êtes associé à la première ligne. Et donc vous serez invité en même temps dans le même créneau de temps. La présentation est en principe accréditée. On a fait un centre d'accréditation et je pense que si vous envoyez vos numéros INAMI, on pourra la faire reconnaître. Médecin spécialiste non hospitalier, j'ai répondu. Comment vont-ils être vaccinés? Un médecin généraliste qui demande s'il a droit d'entrer dans la salle, bien entendu. Alors, pourquoi les médecins passent avant les personnes à risque pour la vaccination? Peut-être que le président du groupe de travail du Conseil supérieur de la santé veut se lancer dans une explication. Ouais, écoute, il y a une double ou une triple raison, comme on voudra. Un, comme on le dit très bien, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude sur la transmission, mais on est persuadé qu'il y a un certain rôle sur la transmission, on ne connaît pas son amplitude. Donc, je pense que c'est une bonne chose que dans le bouillon de culture potentiel des hôpitaux et avec le risque de transmission nosocomiale, on prenne cette précaution.
Deux, on sait que vous êtes, je ne suis plus parce que je ne travaille plus, mais que nous étions, enfin, que nous sommes les plus exposés et que nous fournir les armes adéquates, comme nous fournir aussi les bons masques et autres moyens de protection, c'est quelque chose qui peut rendre notre travail quand même moins incertain par rapport à ça. L'autre point, c'est que malgré tout, ben, dans les médecins, ils n'ont pas tous 25 ans et qu'une bonne partie d'entre eux ont un certain nombre de facteurs de risque. Et donc, c'est important de les protéger. Et enfin, c'est le côté patron, business. Eh bien, c'est vrai que tout le monde a envie que les hôpitaux fonctionnent et que si les hôpitaux doivent fonctionner, il ne faut pas qu'on soit au fond de son lit. On n'espère pas au fond d'un lit de réa, mais même au fond de son lit à la maison et que donc protéger le personnel, comme pour la grippe, a aussi une manière de protéger l'outil pour qu'il puisse fonctionner au mieux en cas de vague de pandémie. Et on peut ajouter à ça, Yves, qu'on n'est pas les seuls à avoir sucé cette position de notre pouce. Non, tout le monde. On retrouve dans la plupart des recommandations, y compris dans celles de l'OMS, une prioritisation pour le personnel de santé dans le cadre de la vaccination. Et donc, c'est un point. Alors ici, on retrouve la question sur les anticorps qui ont. Pourquoi vacciner les personnes qui ont eu le Covid? Oui, mais c'est ce qu'on a développé. Hein. C'est une immunité qu'on veut renforcer. Il est plus compliqué de commencer à faire un screening avant. Personne, d'ailleurs, aucun pays ne s'est lancé dans un screening systématique parce que ça complique une vaccination de masse. Et on se pose de plus en plus la question d'une protection qui pourrait être meilleure par le vaccin que par l'immunité naturelle vis-à-vis d'autres variants que le variant qui a induit l'immunité naturelle. Et dans ce cas-là, ce serait effectivement une belle victoire de la vaccinologie, je dirais, par rapport au génie du virus. Y a-t-il la possibilité de se mettre à disposition un jour par semaine pour participer à la campagne de vaccination? Donc la réponse est oui. D'une part, il y a un site pour le volontariat qui va être réactivé au niveau de la VIC. Alors, je parle ici de la région wallonne, mais je suis convaincu que c'est la même chose à Bruxelles. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail parce qu'il est clair que l'ambition de fonctionnement de ces centres va nécessiter des centaines de personnes tous les jours, pour ne pas dire des milliers, parce qu'il n'y a pas que celui qui fait la piqûre, évidemment. Et on appréciera évidemment énormément les volontaires qui se présentent. Le problème de la responsabilité juridique en cas de problème lié au vaccin. Yves, est-ce que tu veux intervenir ou tu me laisses répondre? Écoute, je te laisserai bien répondre. Moi, j'ai la notion que ici, ce qui se passe, c'est que s'il y a une erreur au niveau de la firme, bien sûr, on se rend compte, par exemple, que quelque chose a été mal fait dans le processus, que dans certains lots, il y a un problème, malgré que, je le rappelle, chacun des lots est testé dans les différents pays. En Belgique, l'agence de médicaments et Siensano testent les différents lots, etc. Mais s'il y a une sorte de malversation, même involontaire, au niveau de la firme, c'est la firme qui est responsable. Par rapport à l'effet secondaire, imprévisible, le cas tous les 600 000 où quelqu'un a une corne qui pousse sur le front, par exemple, ce qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, eh bien là, je pense que la firme, pour moi, n'est pas tenue comme étant responsable, mais tu me corrigeras, Yvon, si je dis des bêtises. Je te passe la parole. Et donc, ce que l'on sait, il y a eu il faut savoir que cette clause fait partie des contrats commerciaux auxquels nous n'avons pas accès, mais il a été dit qu'il y a eu un accord entre les firmes et l'Union européenne pour que ce soit les États qui soient les personnes morales qui dédommageraient la situation d'un accident imprévisible lié au vaccin. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre. Personnellement, je pense que ce n'est pas fondamentalement une félonie, à condition que la négociation financière a tenu compte du transfert de cette responsabilité. Je m'explique. Cette responsabilité implique une couverture assurantielle
cette couverture assurantielle a un coût que la firme pharmaceutique mettrait alors à charge du prix de son vaccin. Dans le cas où c'est un transfert vers les États, à ce moment-là, ça devrait se répercuter dans le prix. Je n'ai négocié ni le contrat juridique ni le contrat financier, donc je suis incapable de vous dire comment ça a été pris en compte. Pour le citoyen, je me permets, pour avoir travaillé pendant plusieurs années sur la responsabilité sans faute, je pense très honnêtement que pour le citoyen, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il a de meilleures chances d'être compensé s'il y a un accident, si c'est l'entité étatique qui est responsable de la gestion de ces accidents, que s'il faut s'engager dans des procédures juridiques à n'en plus finir avec les firmes. Voilà, donc moi je suis assez... je sais que ce n'est pas du tout dans le climat de ce que l'on dit à gauche et à droite, et pourtant je ne suis pas personnellement très perturbé par cet aspect des choses. Alors cette campagne ne devrait-elle pas, je suppose, être précédée d'une campagne d'information? Oui, bien sûr, et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, je sais que la Flandre a pris une direction différente, c'est de faire une campagne grand public à un moment où nous n'avons pas la possibilité d'accueillir le grand public pour la vaccination. Je pense que ce n'est pas une idée absolument essentielle de motiver la population, et puis quand les gens vont dire « oui, vous m'avez convaincu, je vais me faire vacciner », de leur dire « ah ben je ne sais pas, je n'ai pas de vaccin pour le moment pour vous ». Donc on a plutôt choisi du côté francophone une approche ciblée vers les groupes qui sont concernés par la vaccination et qui vont continuer à l'être dans les semaines qui viennent. Et nous avons aujourd'hui sélectionné l'équipe de communication professionnelle qui va faire la campagne que nous voudrions voir démarrer entre le milieu du mois de février et le début mars, en fonction un petit peu de la façon dont nous allons avancer dans la vaccination de la phase 1A. Et cette vitesse de vaccination va dépendre évidemment de ce que vous avez entendu comme moi sur les vaccins Pfizer et le ralentissement de leur livraison. Je pense que j'ai répondu les 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc 2, c'est les médecins hospitaliers et la première ligne, c'est-à-dire vous. 3, c'est les maisons... 3, c'est les personnels non prioritaires des hôpitaux et de la première ligne, c'est-à-dire ceux qui sont moins exposés, qui viennent après. On espère finir toute cette partie-là de la campagne pour mars, et les phases 4, 5 et 6, qui sont donc les personnes de 65 ans et plus, maladies chroniques et métiers prioritaires, démarrer à ce moment-là avec l'objectif de pouvoir passer à la population générale vers juin et de boucler la campagne de vaccination pour la fin de l'été. Dois-je être vacciné pour vacciner? Écoutez, ça se discute. Je pense que de toute façon, vous êtes dans un groupe prioritaire pour la vaccination. Ce n'est a priori, là peut-être que je devrais plutôt laisser l'infectiologue répondre. Je ne sais pas si c'est une question pour un gynéco, peut-être que Yves, c'est toi qui dois répondre. Non, mais je pense qu'il était un peu dans l'intention de proposer, je pense qu'il est dans l'intention de proposer cette vaccination aux gens qui vont vacciner, un petit peu de la même manière qu'on le fait au personnel
exposées, puisque les personnes qui viennent se faire vacciner, ben, vous ne savez pas si elles sont porteuses ou pas du virus éventuellement, bien sûr, et vous allez voir beaucoup de personnes qui seront durant la journée. Donc, il paraîtrait de bonne loi que toutes les personnes qui sont occupées là soient vaccinées. Et je pense que la raison, ce n'est pas une exigence, mais je pense que ce serait de bon ton, nonobstant le fait, comme l'a dit Yvon, que par vos fonctions, vous êtes déjà dans les candidats à être vaccinés et qu'on peut espérer que si vous êtes prêt à vacciner quelqu'un, vous êtes prêt et vous comprenez que vous avez intérêt à être vacciné vous-même. Voilà. Je ne vois rien concernant les généralistes. Non, on a fait toute une série de webinaires. On en a eu un avec 3000 généralistes. Donc, et on continue à rencontrer la médecine générale. Maintenant, on rencontre les cercles de médecine générale province par province. Donc, mais la présentation, vous êtes le bienvenu. La présentation n'est pas fondamentalement différente et les questions d'ailleurs non plus. La suivante, elle est pour moi. Mais oui. Donc il y a des gens, hein, je vous ai dit, il y a dans l'étude de BioNTech, il y a 700 et des personnes dans chaque bras qui ont reçu soit du placebo, soit du vaccin. Elles avaient plus de 75 ans, mais très peu, avec 80 et des, on est bien d'accord. Et donc, on est bien d'accord qu'ici, on fait le vaccin à des strates qui sont en dehors des strates qui ont été vaccinées, mais qu'on ne peut pas comparer avec les gens de moins de 16 ou de moins de 18 ans, parce qu'à moins de 16 ou 18 ans, vous n'avez pratiquement pas de risque d'avoir des complications. Vous êtes dans une phase de développement qu'on n'est plus à 90 ans, malheureusement pour nous, et que donc le risque potentiel d'un vaccin non testé à moins de 16 ans, qui est sans doute très faible, mais qui n'est peut-être pas nul, est tout à fait différent que l'avantage potentiel pour une personne à très haut risque qui est une personne âgée. On revient, le driver principal, c'est l'âge, même si on n'a pas exactement la preuve de l'efficacité et ou la sécurité sur ce genre de tranche d'âge-là. Et on estime là que l'avantage dépasse largement les risques potentiels par rapport au risque du Covid. Au revoir. Merci bien. Voilà encore des candidats à nous aider à vacciner. Merci beaucoup. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Pédiatre, oui. Donc, les institutions de personnes adultes porteurs de handicap vont avoir leur campagne de vaccination qui démarre demain. Peut-être un petit mot, je ne crois pas dit, c'est que je vous ai dit que nous terminerons fin de cette semaine la vaccination en première dose de toutes les maisons de repos et de soins. Et donc, on commence la deuxième dose la semaine prochaine et en même temps, on va offrir la vaccination à tous les hésitants vaccinaux et à ceux qui n'ont pas pu se faire vacciner lors du premier passage. Et donc, on a et ça concerne évidemment le personnel de soins et de santé dans ces institutions. Donc, quelque part, nous aurons là une mesure de l'évolution de la perception vaccinale en 3 semaines, puisque chacune de ces institutions, le personnel avait donné ses préférences en termes de vaccination à l'époque, et nous les retrouvons 3 semaines plus tard. On va donc avoir des choses intéressantes. Les publications parlent d'une moins bonne réponse parmi les gens âgés. Il me semble que non. Non, alors c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de moins bonne réponse. Donc, on est frappé par le fait que les réponses sont très similaires. Mais à nouveau, on n'a pas de données pour les gens extrêmement âgés. Donc, il est possible qu'ils fassent, eux, bien sûr, un échappement au vaccin. Soyons honnêtes, on l'a dit, ce n'est pas du 100% d'efficacité. Donc, on s'attend de toute façon, même chez des gens plus jeunes, à avoir des cas de Covid. Et je pense qu'il ne faut pas vendre le vaccin comme étant une protection absolue. C'est une excellente protection, mais dont la réelle efficacité sur les gens les plus à risque va être apprise sur le terrain. On ne connaît pas la réelle efficacité sur les gens de plus de 75-80 ans, plein de comorbidités, qui se trouvent dans les maisons de repos. Et ça, cette réalité, on attend, on l'aura par les données des Anglais, on l'aura par les données des Américains, on l'aura par les données d'Israël qui ont vacciné de manière massivement avec un bon mois ou un mois et demi d'avance par rapport à nous. Et donc, on est dans l'attente de ce que donne la meilleure protection qu'on puisse actuellement donner aux gens. Pauvres.
Voilà. Comment vont être vaccinés les membres du personnel des cabinets médicaux privés? Alors ça, ils n'auront pas de priorité lorsqu'ils n'appartiennent pas au personnel, mais les techniciens, par exemple techniciens radiologie, techniciens de laboratoire, personnel infirmier, sont repris indépendamment sans leur demander de compte sur où ils travaillent. Oui. Le temps de conservation, nanoparticules, oui, mais Oui. les deux fibres, c'est une cuisine. C'est le même principe, mais ce sont deux chefs différents qui ont la même recette. Et donc, chacun y met une sauce, une épice un peu différente, un condiment différent, plutôt une épice. Et ce sont aussi, pour une partie d'ailleurs, des secrets de fabrication qui permettent à certaines firmes de revendiquer d'emblée seulement du moins 20 degrés. Pfizer est en train d'étudier pour l'instant la conservation à moins 20 degrés de son vaccin, mais toutes les données ne sont pas encore là, donc peut-être que ça peut tenir le coup aussi. Pour l'instant, ils ne peuvent le certifier qu'avec du moins 70, 75 degrés. Et donc, tout vient de là. Il n'y a pas d'aluminium. Dans aucun des vaccins actuellement prévus, il n'y a de l'aluminium. Dans aucun de cette année-ci, en tout cas, ni dans aucun de ceux-là. Et on a répondu pour nos anticorps à nous. C'est un bon moyen de défense potentiel, mais qui est peut-être moins efficace que le vaccin vis-à-vis de variants. Et ça, c'est le futur qui va nous l'apprendre. On peut vacciner les maladies auto-immunes, bien sûr, de la même manière que d'autres maladies, on ne connaît pas actuellement le taux d'efficacité. On n'a pas d'études chez les patients qui ont des pathologies auto-immunes. Et là aussi, bien sûr, il faudra suivre les effets secondaires pour voir s'ils sont différents de la population générale. Les pathologies auto-immunes n'exposent pas à beaucoup plus de risques, sauf par le traitement immunomodulateur, bien sûr, qu'elles peuvent induire. Donc, quelqu'un qui aurait une pathologie auto-immune totalement dormante, quiescente, sans effet, je ne suis pas certain que c'est le premier candidat à la vaccination, sauf s'il a bien sûr l'âge ou d'autres comorbidités. Mais s'il a une pathologie immunomodulatrice suppressive, il devient un bon candidat à la vaccination. Oui. Alors ça, c'est un très remarque que j'ai beaucoup entendu. Pourquoi vous n'avez pas pu faire un vaccin contre le VIH et qu'ici vous pouvez le boucler en moins d'un an, c'est suspect. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup. Voilà. Oui, ici, dans le VIH, on a un des gros problèmes, c'est qu'on a une reverse transcriptase qui va directement inclure le virus dans le patrimoine génétique. Et une fois qu'il y est, ben, c'est très difficile, évidemment, d'en extraire. Et donc, c'est une des multiples raisons. L'autre raison, c'est que le VIH mute encore beaucoup plus que ces virus-ci et qu'il s'exprime de manière tellement diverse qu'il est très difficile de trouver un antigène qui soit suffisamment stable et persistant au cours du temps pour développer un vaccin protecteur. Et c'est ce côté extrêmement pléomorphe des facettes du VIH, plus son inclusion, je pense, en patrimoine génétique, qui sont deux des grosses barrières, connues en tout cas, à la synthèse d'un vaccin adéquat jusqu'à présent. Over. Patients à risque pulmonaire, donc ils seront prioritaires dans la phase 1B juste après l'âge. Voilà. L'idée de la protection, je pense qu'on l'a exprimée. Oui, c'est vrai que le slogan est un slogan qui est en avance sur son temps. C'est avoir une ardeur d'avance, va-t-on dire dans le Luxembourg. Donc, on est certain qu'il y a une protection au moins partielle sur la transmission. On ne connaît pas son importance. Et donc, je vous rejoins dans le sens de dire qu'on s'avance un peu, mais on est certain en tout cas qu'on protège en partie les autres. Le je nous protège n'est pas faux, mais ce que je nous protège est entièrement exact. Son intensité, c'est les mois qui viennent qui nous le diront. Oui, il y a quand même un certain nombre de données préliminaires qui fait qu'on ne s'avance pas quand même dans le brouillard. Hein. Risque de translocation en cas de vaccination chez un sujet souffrant d'une infection concomitante à adénovirus.
Je ne sais pas où est la question, je ne la comprends pas comme ça, mais un peu. Quid du risque de translocation en cas de vaccination chez un sujet souffrant d'une infection concomitante à adénovirus? Je suppose que l'idée est d'avoir un virus sauvage qui hériterait du gène du spike. C'est comme ça que je le comprends. Pour un vaccin à adénovirus, évidemment, pas un mRNA. Le problème des vaccins adénovirus est un des problèmes qui est soulevé, c'est de savoir que si on a déjà eu une infection avec un adénovirus, est-ce qu'on ne fait pas des anticorps contre le vecteur, contre le virus? Est-ce qu'on n'aura pas une moins bonne réponse? Alors pour l'instant, les données ne montrent pas ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles certaines firmes comme AstraZeneca ont pris un adénovirus de chimpanzé. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'infections avec des adénovirus de chimpanzé, et c'est une des raisons pour lesquelles eux ont choisi d'avoir l'adénovirus non humain, mais qui soit proche de nous simplement. Les études faites avec des adénovirus humains par Janssen et Janssen, entre autres pour Ebola, ont montré que ce vecteur d'adénovirus humain était un bon vecteur et que par rapport à Ebola, par exemple, ça permet une bonne immunisation. Donc, on pense qu'en pratique, le fait d'employer un adénovirus humain n'est pas une vraie barrière à l'expression de l'antigène, malgré le risque théorique, vous avez raison, qu'on puisse diminuer l'impact du vaccin par des anticorps qui tueraient le virus avant qu'il ne puisse produire l'antigène en nous. CT scan pulmonaire chez les personnes vaccinées avec réaction importante, est-ce que ça a été fait? Non, je ne vois pas pourquoi. Alors, les réactions importantes, soyons clairs, ce sont des réactions vraiment anaphylactiques. Hein. Les gens font du bobo ou font une réaction anaphylactique. Ce sont les deux seules choses. Les réactions anaphylactiques n'ont jamais été décrites durant les études. Elles sont décrites maintenant. C'est la réaction anaphylactique que nous connaissons tous. Donc, qui n'est pas une réaction qui a des raisons d'avoir des impacts par rapport au tractus respiratoire et aux poumons. Et je pense qu'on a rarement fait des CT scans aux gens qui faisaient des chocs anaphylactiques à quelque chose, mais il n'y a pas dans mon esprit de raison majeure d'y voir quelque chose. Comment faire la différence entre une COVID post-vaccinale et une COVID en incubation au moment de la vaccination? On pourrait avoir une COVID en incubation. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour l'instant dans un home dans la province de Namur. Hein, soyons clairs, puisque vous le entendrez peut-être aux nouvelles ce soir ou autre. Il y a un home dans la province de Namur qui a été vacciné et dans lequel le variant anglais s'est répandu comme le feu dans de la poudre en quelques jours de temps. Et ça s'est répandu probablement entre à peu près le jour 0 et le jour 7 de la vaccination. Et malheureusement, il faut 10 à 12 jours pour que le vaccin fasse son effet. Donc, il pourrait y avoir effectivement une infection qui survient chez des gens vaccinés. Les formes post-symptomatiques, on ne verra pas la différence par rapport à un peu de fièvre. Les formes sévères, bien sûr, mais ça, ce sont des formes qui sont forcément liées à l'infection et pas au vaccin, puisque je reviens sur le fait, c'est un bout de virus et ça ne peut pas donner l'infection que donne le virus. Et là, on peut se féliciter d'avoir vacciné, hein, mes amis. Ça, je peux vous dire que quand on voit ce qui est en train de se développer dans les maisons de repos, on ne regrettera pas. Aucune donnée n'est collectée sur la limitation des vaccins testés pour la transmission. Oui, donc ça, c'est ce qu'on a dit. Les effets secondaires à long terme, je pense que Yves a répondu. Et effectivement, c'est bien ça qui explique la grande taille des échantillons, c'est que pour avoir 162 cas positifs dans le groupe contrôle, il fallait avoir 22 000 patients. Ce n'est pas des challenges dans lesquels on infecte les gens une fois qu'ils ont été vaccinés avec un placebo ou un vaccin. Donc, c'est le contact de la maladie dans la vraie vie. Oui. Après les patients jeunes, si je peux peut-être challenger un peu Yves là-dessus, même si le vaccin ne protégeait absolument pas les autres, ce qui est hautement improbable que ce soit zéro, hein, que l'infectivité soit exactement la même chez une personne infectée qui ne fait aucun signe clinique
que dans la maladie sauvage, il n'en reste pas moins que le jour où 80% ou 70% de la population belge sera vaccinée, on pourra très probablement avoir une vie normale avec un certain nombre de gens qui vont continuer à arriver aux urgences avec cette infection-là, comme la vaccination de la grippe n'empêche pas d'autres gens d'avoir la grippe. Le fait est que l'encombrement des hôpitaux et l'impact que toute cette gestion de la pandémie a sur le fonctionnement de la société fait que même s'il n'y aurait aucune protection par rapport à des tiers, un très haut taux de vaccination permettrait un fonctionnement de notre société pratiquement normal. Oui, tout Alors, à fait. Évidemment, comment? Non, vas-y, continue. Vas-y. C'est évidemment une vision caricaturale, mais vous auriez une société dans laquelle 100% des gens sont vaccinés sans aucun effet sur l'infectivité, vous auriez quand même un fonctionnement pratiquement normal de cette société. Donc je pense que ce n'est pas faux, même s'il n'y avait pas de protection des tiers. Or, on a, et donc moi j'ai vu pour 2 des vaccins des études partielles sur l'essai clinique et sur des singes qui sont quand même encourageants. Tout à fait, mais je pense que votre question est bonne et ça complète aussi ce que Yvon a dit là tantôt. Ce n'est pas le moment de faire les vraies campagnes dirigées vers les gens de 18 à 35 ans en bonne santé. Ces campagnes-là, on pourra le faire dans les mois qui viennent, lorsqu'on aura, et on espère vraiment en avoir, des chiffres pour leur dire, voilà, ce vaccin protège à 80%, j'invente, hein, par rapport à la transmission. Pour l'instant, on est persuadé qu'il y a une protection. On est honnête en disant qu'on ne connaît pas le chiffre, qu'à cause de ça, il faut garder les moyens de précaution. Mais je pense que pour vendre les vaccins à des gens jeunes en bonne santé, on n'a pas encore assez d'arguments. Heureusement, ce n'est pas eux qu'on doit vacciner maintenant pendant les mois qui viennent, mais je suis certain qu'on aura ces éléments et j'espère qu'ils nous confirmeront que c'est un haut taux de protection pour la transmission, parce qu'ils seront tout à fait nécessaires, je suis d'accord avec vous, pour vendre ça, je le dis entre guillemets, on voit ce qu'on veut dire, à des gens jeunes et leur expliquer qu'ils joueront alors un rôle dans cette côte de maille, unité de cohorte. Ce serait difficile à leur faire comprendre s'il n'y avait que 10, 20 ou 30% de protection. Je suis vraiment intimement persuadé que c'est beaucoup plus que ça. Over. Polyarthrite ankylosante traitée par anti-TNF risque de voir flamber la maladie auto-immune. On n'a aucun élément. De moindre efficacité. Risque de moindre efficacité, ça c'est très clair, on peut l'avoir. Tous nos patients immunodéprimés qui vont être vaccinés, les greffés entre autres, les cancers sous chimiothérapie ont un moindre risque d'efficacité, mais ils ont un plus grand risque de maladie. Et donc, on va leur donner le vaccin en leur donnant ainsi la meilleure bouée de sauvetage, mais n'aura pas la même qualité que quelqu'un de 65 ans en parfaite santé par ailleurs. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il y a un risque de flambage des pathologies auto-immunes? On n'en sait rien, hein, il faut être tout à fait honnête. La question va être, je pense qu'il faut sélectionner les gens en fonction de leur réel risque. S'ils ont un traitement immunosuppresseur, le risque est significatif. S'ils n'ont pas de traitement immunosuppresseur et que la maladie est calme, je ne suis pas certain que ces gens soient, en dehors de leur âge ou d'autres raisons, des candidats de première ligne à la vaccination, mais il y aura toujours un risque pour toute nouvelle technique au sens large du terme, bien sûr. Alors, on a déjà dépassé le temps. Faut-il évaluer la réponse au vaccin par des tests sérologiques? Non. Et alors, peut-être la composition du vaccin AstraZeneca. Et alors, on va s'arrêter parce que je sais qu'il faut qu'on apprenne à respecter le temps. Donc, dans le vaccin, à part l'antigène, il y a différents composants, dont le polyéthylène glycol, et il y a d'autres composants avec des noms totalement imprononçables. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'aluminium ou d'autres choses, mais la composition exacte est d'une part disponible sur le dossier et d'autre part sera repris dans la fiche détaillée concernant les risques d'allergie, où justement on vous redonne toutes les compositions de manière à ce que si le patient a été testé par un allergologue il y a 5 ou 10 ans et qu'il a vu qu'il était allergique à telle ou telle substance, la liste des substances bien précises des différents vaccins est reprise sur cette fiche. Je ne la connais pas par cœur parce que ce sont des noms chimiques à coucher dehors. Voilà, écoutez, on doit s'arrêter, il n'y a rien à faire.
J'ai vu qu'il y a encore une série de questions et une série de personnes qui se proposent pour participer à la vaccination. Je propose que vous m'envoyiez un mail ou que vous répondiez sur le site des volontaires de la VIC. Mais c'est évidemment très touchant pour nous d'être comme ça soutenus. Voilà, ceci fait partie d'une quantité importante. On a fait maintenant des dizaines de webinaires vers des groupes de citoyens cibles particuliers intéressés à la partie de la campagne de vaccination qui nous occupe aujourd'hui. Et il va y avoir un moment où on va basculer vers une campagne du grand public en fonction des vaccins disponibles. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'être venus partager ce moment avec nous et surtout merci à Yves pour la deuxième fois aujourd'hui de participer à ce travail d'information et de sensibilisation. On continue, on avance et on va en sortir. Bonne fin de journée et à bientôt.